mes côtés, toujours Damien Douani qui décidément se balade mais oui, mais sur Twitter. Pour essayer justement de répertorier vos réactions, vos questions justement avec le hashtag expérience au pluriel 18. On y reviendra dans un quart de seconde. Le temps de présenter nos invités. De marque, s'il vous plaît, Louise Joly, vous êtes la directrice de l'école IA de Microsoft. On y revient dans un instant, notamment avec Damien. Joël Courtois, vous êtes le directeur général d'Epita. Et Fanny Bouton, incroyable journaliste, conférencière spécialisée dans l'intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi la robotique et le quantique. Tout va bien? Très bien. So far, so good. Est-ce que vous êtes déjà baladé un peu sur les zones expérientielles de Microsoft Experience et qu'est-ce qui vous a surtout séduit? Moi, je suis allée voir très vite tout ce qu'il y avait autour d'HoloLens, les évolutions, puisque ça me passionne toujours autant, avec la réalité augmentée, la réalité mixte. Et entre autres, il y a la petite application, je n'ai pas retenu le nom, mais pour les autistes, qui est hyper intéressante. On en a parlé hier, effectivement, qui est juste génial. Donc ça fait partie des beaux projets. Il y a beaucoup de choses pour accompagner les handicapés et je trouve que c'est hyper intéressant. L'accessibilité et l'inclusion, justement, on va y revenir grâce au métier de l'IA. Louise, un coup de cœur. Sur les métiers de l'IA? Sur les métiers de l'IA, ou en tout cas sur ce qu'on peut voir depuis hier ici à Microsoft Experience. Moi, je suis impressionnée en fait, par la diversité de public qu'on a sur l'événement. Et puis, sur le stand de l'école, parce qu'on a un stand dans la zone formation, recrutement, on a beaucoup de candidats qui viennent nous voir, qui viennent nous demander mais comment candidater à l'école, quels sont les prérequis. Et on a aussi beaucoup d'entreprises partenaires qui viennent nous voir en disant on a besoin de ces profils, on a envie de recruter. Et donc, c'est une grande richesse. Très bonne nouvelle, ces futurs recrutements. Et c'est surtout cette envie de se former à ces métiers. Joël, est-ce que vous avez eu le temps de regarder un petit peu ce qui se passe en dehors du studio télé? Un petit tour rapide, mais effectivement, c'est voir la place que prend l'intelligence artificielle aujourd'hui dans tous les stands, dans tous les outils, dans les projets qui sont présentés. C'est remarquable, parce qu'on n'en est pas juste à une déclaration d'intention, on en est réellement à de l'existant, de la mise en œuvre possible, et il ne faut pas perdre de temps. Il faut préparer les jeunes, on va en reparler, et il faut que tout de suite ces technologies se mettent en place. Alors de l'existant et du concret, justement, Damien, tu en as, puisqu'il y a plusieurs grandes actualités liées à la question de l'éducation. On en a déjà un petit peu parlé hier, mais surtout à la façon de se former à ces métiers de l'IA, bien sûr. Mais complètement, après cette première journée d'hier, je peux dire que AI pour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti. J'en arrive à dire qu'en 2020, si on commence sa vie active et qu'on n'est pas data scientist ou qu'on n'est pas data analyst et qu'on a peut-être raté sa vie, dans tous les cas de figure, raison de plus pour ouvrir des livres de code, offrir des livres de code à la petite dernière de 5 ans, ça pourra peut-être lui servir, j'y pense. On pourra toujours discuter bien sûr de l'intérêt réel d'offrir des livres de code à une enfant de 5 ans. Dans tous les cas de figure, 85% des emplois qui ne sont pas encore, enfin on ne les connaît pas encore à l'horizon de 2030. Donc c'est clair, et bien sûr l'IA va fortement changer tout ça, fortement impacter ces différents métiers. Et donc devenir un artisan de l'IA, comme aime le dire Carlo Porasanta, président de Microsoft, qu'on a reçu hier soir, justement, Microsoft France, c'est le but de l'école de l'IA, qui a été ouverte donc, au sein du campus Microsoft à Issy-les-Moulineaux avec Simplon. Ouvrir la voie vers des métiers émergents de l'IA, des personnes au parcours scolaire ou professionnel dit alternatif ou atypique, et d'en faire des développeurs data IA. Cette école, donc, elle est présente à Issy-les-Moulineaux, je viens de le dire, mais maintenant aussi en Occitanie, à Castelnau-de-Lez, dans le sud de la France. Et donc, on vise des apprenants en reconversion professionnelle, éloignés de l'emploi ou décrocheurs scolaires. On en parlera, j'imagine, dans quelques instants avec sa directrice. 7 mois de formation intensive et puis 12 mois de travail en contrat professionnel avec les partenaires de Microsoft. Alors, former à l'IA, c'est aussi évangéliser, monter des compétences. C'est un programme que vient de lancer Microsoft au Royaume-Uni, Microsoft AI Academy, qui donc a été monté il y a quelques jours. Il s'agit de sessions de formation en ligne pour les dirigeants d'entreprise, du secteur public, les professionnels de l'informatique, les développeurs, voire même les startups et les salariés. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre un peu ce qui se passe derrière l'IA. Outre cet effort pédagogique, Microsoft a aussi financé avec l'Université de Cambridge un programme destiné à former la prochaine génération de scientifiques. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui partent dans le privé, donc qui délaissent la recherche publique. Donc l'objectif, c'est de proposer des programmes de plusieurs millions de livres dans lesquels Microsoft investira en bourse de doctorat, aussi en post-doctorant, en stage et en poste de conseil. Et puis bien sûr, savoir développer l'IA, c'est aussi c'est savoir bien le faire. Et à cela, il y a 2 mots, impartialité et redevabilité. On en parlait hier justement. Absolument. Impartialité, car il faut lutter contre les biais humains et autrement dit dans le codage des IA, car des fois, il y a de l'invisibilisation de certaines populations, notamment les femmes, mais pas que. Et redevabilité, car en testant à grande échelle ces algorithmes, nous faire en sorte que ces algorithmes
puisse être compris par le plus grand nombre. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, il va falloir essayer de faire en sorte que les développeurs travaillent là-dessus pour que les gens soient les plus à même d'accueillir cette IA et de faire en sorte de comprendre comment elle fonctionne. En clair, il faut faire preuve non pas seulement de savoir développer, mais de culture, de discernement, de distance, et ça s'appelle aussi faire ses humanités. Et ceux et celles qui justement préparent ces artisans de l'intelligence artificielle, ils sont avec nous en plateau évidemment, Joël Courtois et Louise Joly. Mais j'ai d'abord une question pour Fanny. Si un de tes fils te disait qu'il voulait devenir data scientist, tu l'orienterais vers quel type de formation? Ah, c'est une bonne question. Écoute, j'en ai un qui est déjà en prépa et qui s'y prépare en tout cas. Non, mais de toute façon, c'est sur tous les métiers du développement. C'est actuellement ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que déjà, un jeune qui fait du scientifique et qui fait du développement, il trouvera du travail. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc qu'ils y aillent. Plutôt que de traverser la rue, se former à l'IA, c'est mieux. Il y a aussi du boulot en faisant ça, mais ce n'est pas les mêmes. Et puis, clairement, il y a des débouchés à venir. Voilà, il y a des débouchés à venir. Après, pour travailler avec beaucoup de scientifiques actuellement sur des domaines, et entre autres le quantique, parce que ce n'est pas encore formé dans les écoles. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, voilà, on aura un plateau dédié au quantique. Mais c'est important, c'est que les jeunes comprennent, c'est que maintenant faire un seul cursus, ou en tout cas manquer de curiosité, et peut être un défaut, il faut être curieux sur plusieurs choses, parce que tous les métiers qui vont arriver, il faut par exemple sur tout ce qui est le biomimétisme et la compréhension, comment on va coder le vivant et la compréhension du vivant dans un code. Il faut pouvoir s'intéresser à comment fonctionne la biologie. Et donc c'est bien des fois d'avoir soit des doubles cursus, soit en tout cas d'avoir des hobbies qui vont vous permettre de s'adapter, d'adapter votre code. Et donc c'est ça, c'est soyez curieux, et il n'y a pas que des grandes écoles, il y a plein d'écoles, il y a EPITA, il y a 42 aussi. Tout le monde qui sort de ces écoles va trouver du travail. Après, à différents salaires, c'est clair. Mais en tout cas, la curiosité, la passion et la compréhension, c'est hyper important. Et c'est juste un mode de pensée. Moi, j'ai appris le code en 78 avec mon père qui est analyste programmeur. J'ai appris le COBOL à l'âge de 6 ans. C'était les bases. J'ai pas fait d'études du tout scientifiques, mais on n'oublie jamais parce que c'est une façon de penser. C'est un mode de pensée. C'est un mode de pensée et de logique en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut faire plein de choses en commençant par les enfants, en leur offrant des jouets qui permettent à coder avec des blocs de code. On n'est pas obligé d'aller dans le binaire, dans le C++ ou dans le Python. On peut apprendre juste déjà les bases et la logique de la programmation. Apprenez donc la programmation, le code qui devient donc une langue vernaculaire à partir de laquelle on peut justement imaginer d'autres types de formations et finalement une véritable complémentarité dans ces cursus et dans ces parcours. Comment est-ce que justement vous imaginez ces parcours d'étudiants chez EPITA, Joël? Alors, je crois que nous allons vivre avec l'arrivée des applications autour de l'IA, quelque chose qui est semblable à l'arrivée simplement du numérique, de l'informatique. C'est une révolution aussi importante. Et de la même façon qu'on pouvait se dire il y a 20 ou 30 ans, est-ce que j'aurais besoin un jour d'avoir une transformation digitale de mon entreprise? La question ne se pose plus aujourd'hui. Tout le monde est en train, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sont en train de faire cette transformation. L'IA va avoir le même impact. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter cette idée que ces nouvelles technologies vont impacter tous les métiers, à tous les niveaux, et qu'il faut les intégrer le plus vite possible. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de formation qui est extrêmement large, à la fois sur des ingénieurs, des spécialistes, des gens qui vont eux-mêmes travailler à l'amélioration des technologies d'IA. Ce que l'on voit aujourd'hui existant, fonctionnel, c'est une toute petite partie de l'IA. C'est une IA qui, dans bien des cas, lorsqu'on parle par exemple de réseau de neurones, est de l'IA qui ne sait pas expliquer ce qu'elle fait. Ça, très vite, ce ne sera plus accepté. Il faudra quelque part qu'il y ait une IA symbolique qui vienne prendre le relais et qui puisse justifier ce qui s'est fait. Donc il y a besoin à la fois de formation pour les experts qui vont continuer à développer les nouveaux algorithmes et les nouveaux outils, mais une formation aussi, quel que soit le métier. Et cet apprentissage dont on parlait à l'instant du code dès le plus jeune âge, il faudra aussi qu'il y ait un apprentissage à la manipulation d'outils d'IA basiques, également dès le plus jeune âge, de façon à ne pas former une génération qui soit obligée de le découvrir quand elle arrive dans l'enseignement supérieur, qui soit obligée d'attendre 17 ou 18 ans pour le découvrir, pour le subir, ne comprenait pas comment ça fonctionne. Voilà, il faut l'accepter dès le départ. Parce que l'accepter, ça veut dire aussi en connaître les limites, ne pas y faire une confiance aveugle. Et ça, on voit la difficulté que l'on a aujourd'hui à faire rentrer l'apprentissage du code, de l'algorithmique dans les écoles. Il faudrait que dans la même vague, il y ait un apprentissage de l'IA, de ses outils et de ses possibilités, sur des choses simples, mais dès les premières années. Ça veut dire quoi que la grande diversité de métiers, diversité d'approches. Complètement, mais Joël, ça veut dire quoi que la réforme qui a été menée déjà et qui commence à entrer, ça y est, en pratique, de la grande école du numérique dans l'éducation nationale française, elle n'est pas tout à fait opérationnelle. Il vaudrait mieux qu'on aille se former en Estonie avec la fondation du Saut du Loup et apprendre à coder dès 6 ans.
Non, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Il y a eu la Grande École du numérique qui vise un public bien particulier, mais qui ne touche pas tous les publics non plus. La formation générale au code, au numérique et à l'IA, elle doit se faire dès l'école primaire, de façon à ce que... Sur une logique d'éveil et de culture et de curiosité. Comme un élément culturel qui permettra peut-être aussi d'aborder plus facilement le problème de la féminisation, puisque le fait d'aborder ces technologies trop tardivement fait que des stéréotypes se créent, et qu'au moment où les jeunes vont être confrontés à ces technos, déjà, il y a cette segmentation, c'est pour les garçons ou c'est pour les filles. Le biais, il n'est pas que dans l'algorithme, il est déjà dans la façon dont on l'enseigne et vers quel public on se rend pour les enseigner. Et dans les familles aussi. On a un vrai problème, c'est les mamans et même les papas des fois, mais souvent les mamans freinent parce qu'elles n'ont pas compris, elles n'ont pas été éduquées et elles continuent à freiner. Moi, je vois des jeunes qui veulent, des jeunes femmes qui veulent aller faire du code. On leur dit non, c'est mieux d'aller dans le commerce, dans le tourisme, dans la communication. Et elles ne peuvent pas y aller parce qu'on a justement ces biais qui sont tu veux faire de l'informatique, fais comptable. Voilà, tu seras sur l'ordinateur toute la journée. Ou tu veux bosser chez Microsoft, va faire de DRP. Donc c'est hyper important aussi. C'est pas que les enfants qu'il faut former. Il faut aussi reformer les parents à s'ouvrir que le monde a changé et que les métiers que vont faire leurs enfants n'existent pas. Et ça, c'est vrai que ça fait peur, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et rassurer qu'au contraire, il y a du boulot pour tout le monde, mais qu'il faut s'ouvrir et il faut cultiver un petit peu tout ça. Il faut mettre le terreau tout de suite, en tout cas chez les parents. Justement, ces parents, c'est aussi une révolution qui vivent dans leurs propres entreprises. Quand ils sont dans leur position de collaborateurs, de salariés ou même d'entrepreneurs, ils voient bien aussi que leur propre métier évolue et change sous l'influence de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est aussi une question, si je vous entends bien, qui est capitale pour la question de l'inclusion même numérique et la question même de cette éducation à la culture et au fait d'être une véritable société économique, mais aussi sociétalement numérique. Comment est-ce qu'on peut justement réussir un meilleur maillage de ces sujets-là et de ces apprentissages-là, Louise? En diversifiant, enfin moi je reviens vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure, la question de la curiosité. On n'aura pas de diversité dans les profils de professionnels si on ne change pas les modalités de formation et si dès le plus jeune âge, on n'invite pas à cette curiosité. Que ce soit le salarié qui voit sa profession se transformer, son métier se transformer, que ce soit aussi au niveau du jeune qui se forme et qui n'entre plus aujourd'hui dans une voie qui va lui permettre pendant 20, 30, 40 ans de faire le même métier. En fait, aujourd'hui, c'est plus possible. Et même les technologies avançant très vite, en tant que développeur, on doit se remettre tout le temps, constamment à niveau. Et une mode va vous imposer un langage et 2 ans après, un autre. Et donc nous, vraiment, la manière dont l'école IA a été construite, c'est à travers une pédagogie de l'autonomie, du apprendre à apprendre, et on espère vraiment que ça leur servira. Et que ça pourra apporter du coup cette diversité. Parce que vous visez aussi des publics qui ne sont pas forcément ceux à qui on pense au premier et qui apportent justement cette diversité. On s'adresse à tous les publics. En fait, on a décidé sur cette école, et c'est aussi l'habitude de Simplon, qui est l'organisme de formation qui soutient l'école, de recruter en formation des personnes sans prérequis de diplôme. Donc en fait, que vous ayez le bac ou non, que vous ayez un bac plus 5 ou non, vous pouvez intégrer l'école. Par contre, on sélectionne avec un prérequis de niveau. Par exemple, pour l'entrée en école IA, on a besoin d'un prérequis en mathématiques. Alors, dérivés, fonctions dérivées, probabilité. C'est pas non plus un niveau extraordinaire, ça va, mais on ne peut pas être allergique complètement aux mathématiques. Et puis, la connaissance d'un langage de programmation. Mais là aussi, c'est très vague. C'est très, très vaste. On a intégré un jeune homme qui n'avait jamais programmé, mais qui connaissait très, très bien VBA. Et donc, on s'est dit, bon... Le profil, il était accro aux mathématiques. On s'est dit, bon, là, il y a une ouverture, une forme d'abstraction dans l'esprit qui nous disait, bon, il y a une montée en compétences possible. On a eu raison de faire ce pari parce qu'aujourd'hui, il est en contrat de professionnalisation. Et parce qu'aussi, aujourd'hui, il faut prendre de plus en plus en compte le fait que les soft skills sont préférables au diplôme pour justement gagner en agilité, gagner en adaptabilité et justement pouvoir recevoir ces savoirs d'où qu'ils viennent, si j'ose dire, Fanny. Ça aussi, c'est une chose en France. Jusqu'à présent, on aime bien mettre les gens dans une case. Ils savent faire ça, ils ont été... Voilà. Ça simplifie beaucoup. Et des gens qu'on appelle...
j'aime pas trop le mot, mais les slammers, c'est les slashers, ceux qui Les savent slashers. vraiment... Ils peuvent slammer aussi d'ailleurs. Non, mais voilà, mais qui slash, voilà, qui passe du coq à l'âne, ce que je fais beaucoup. C'est très difficile pour une entreprise de les embaucher. Or, on se rend compte maintenant, c'est que souvent, il faut ce qu'on appelle les moutons à 5 pattes, ces fameux employés qui sont très compliqués à gérer, mais aussi à trouver. Et en fait, on se rend compte que pour les diversités de postes et la façon dont ça avance, il faut cette curiosité et qu'il y a ces personnes-là et c'est cette mentalité-là qui a changé aussi en France. On veut rester toujours sur un rail, alors qu'en fait, c'est bien de prendre plein de rails et que ça va quand même aller à Rome, qui est l'IA, et que c'est hyper important de le comprendre. Et ça, voilà, c'est une évolution des mentalités qui est très longue, qui est très compliquée, qui fait peur, hein, vraiment. Et au contraire, il y aura plein de petits échecs, mais c'est plein de grosses réussites derrière. Et il faut oser le faire. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, nous, on essaye d'accompagner les entreprises partenaires qui, en fait, s'engagent pour le recrutement dans l'école à d'autres méthodes de recrutement. Par exemple, on les a invités à faire du recrutement sans CV. La première rencontre se fait vraiment sur une discussion, sur un poste, sur une envie, et ensuite on ressort le CV. Et les entreprises sont, bon, ça les chamboule un petit peu, mais elles sont de plus en plus d'accord pour aller sur ces chemins de recrutement parce que les métiers évoluent très vite. Et en fait, les fiches de poste sont presque déjà obsolètes. Oui. Et donc, il va falloir aussi réinventer des modes de recrutement, peut-être plus axés sur les soft skills, peut-être plus axés sur les motivations, en se disant que la montée en compétences techniques, c'est avant tout presque une soft skill. Et puis comme disait Fanny aussi, c'est que très souvent ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent non plus. Donc la fiche de poste elle est très vague aussi. Donc il faut essayer de trouver des personnes qui puissent être adaptables plus que véritablement répondre à une checklist. Tout à fait. Ou prendre aussi des gens surdiplômés sur des postes où après ils vont s'ennuyer aussi. Et ça c'est un gros défaut qu'on a, c'est de vouloir prendre quelqu'un de très très fort, mais de le sous-évaluer, de le sous-utiliser. Et du coup, ça ne fait pas avancer non plus la machine. Mais alors justement, ce mouton à 5 pattes, ce pâtissier, magicien, codeur, slasher, slammer en même temps, comment est-ce qu'on le détecte très en amont, ou qu'on la détecte d'ailleurs très en amont, ces candidats du futur? Joël. J'ai presque envie de rajouter une 6e patte à votre bon, on est plus après, allez-y. Sur la dimension sociétale et l'aspect éthique. C'est quelque chose auquel on est très attaché dans les écoles d'ingénieurs. La définition d'un ingénieur, c'est un tiers d'enseignement qui sont des matières non scientifiques, bon, certes du commerce, mais toute une dimension est éthique. Or, lorsque l'on parle de numérisation, déjà, en général, on sait qu'on impacte la société et le monde du travail. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, l'impact va être encore plus fort. Donc, je crois qu'il est important qu'il y ait aussi dans la préparation cette sensibilisation à ce que va produire l'arrivée de ces nouveaux outils, de ces nouveaux environnements. Vous avez demain des voitures autonomes et vous annoncez à 100 000 taxis qu'ils peuvent rentrer chez eux. L'impact va être violent, donc ça s'accompagne, donc ça se prépare. Donc il y a des éléments comme cela qui doivent également, la 6e patte de votre mouton, qui doivent également être intégrés dans les formations. Sinon, pour répondre à votre question, détecter les talents, j'en reviens exactement aux éléments pour que l'on soit, surtout un petit peu tous ces niveaux, la curiosité. La curiosité qui ne se limite pas à la technologie informatique. Parce que, somme toute, très peu d'informaticiens travaillent à améliorer l'informatique. Le travail de l'informaticien, et l'expert en IA n'y échappera pas, c'est d'impacter les métiers des autres. C'est de travailler au service des autres. Et pour cela, celui qui arrive en nous disant « j'adore l'informatique, le numérique, mais j'hésite parce que j'aime aussi ça et ça », mais c'est parfait. Tant mieux. Parfait. Tu vas pouvoir ensuite exprimer tes compétences dans le numérique à tes autres domaines de passion. Donc ce qu'il faut finalement, c'est faire des espèces de, si vous vous souvenez encore de cette émission, des vies ma vie, d'autres métiers pour pouvoir justement absorber les problématiques des métiers en face et pouvoir adapter au mieux ensuite son programme, son algorithme, sa solution d'intelligence artificielle au fait de résoudre les problèmes posés par les métiers. Oui. Et on voit d'ailleurs des grandes écoles commencer à s'y mettre. On a par exemple des mix qui sont faits entre HEC, Polytechnique, les mines, où les polytechniques viennent apprendre aussi à faire du commerce. Parce que pourquoi ? Parce que maintenant, ils commencent à monter leur start-up et il faut savoir monter une entreprise et comprendre. Et ils viennent bosser. Et après, on les mixe aussi sur des projets IoT, IA, avec... Pour des missions de 3 semaines ou 3 mois sur des challenges. Et ils sont mis avec des élèves de 42 et d'IartSup, par exemple, et ils travaillent
travail en microcosme. Et souvent, les HEC, il y a 20%, ils décident d'aller se mettre un petit peu au code pour comprendre ce qu'il faut demander aux développeurs parce qu'ils se retrouvent confrontés à une différence de langage et de façon de penser. Et que des fois, ils perdent du temps et de l'argent parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnent les développeurs. Et ça aussi, c'est dans tous les métiers. C'est pas que dans le développement, c'est que tous les métiers doivent comprendre le métier des autres pour mieux communiquer et faire mieux avancer la machine qu'est l'entreprise. Et comprendre ces métiers tout au long de la vie, si j'ose dire, tout au long de la carrière, ça veut dire aussi qu'il y a un véritable enjeu en termes de formation professionnelle et continue. Louise. Alors nous, dans l'école IA, on a eu beaucoup de profils en reconversion professionnelle ou en reconversion d'études. Des personnes qui avaient, je pense à une jeune femme qui avait fait 5 ans d'études en droit, et qui, au bout de ces 5 ans, s'est dit « mais en fait, je ne veux pas passer le barreau, je suis en train de louper quelque chose, je ne veux pas faire ça ». Et finalement, toutes ces personnes qui avaient un parcours peut-être pas linéaire ont pu valoriser leur expérience, leur background professionnel. Et c'est ça qui est quand même impressionnant dans les métiers numériques et les métiers de l'IA, c'est que ces casquettes différentes vont enrichir le profil et notamment d'un point de vue éthique. Quand on a abordé, nous, sur notre module d'éthique, et les grandes questions liées à l'IA, eh bien, toutes ces personnes, avec leur background, leur réflexion et la richesse de cette réflexion, ont apporté beaucoup de choses au collectif. Ça commence, ce message d'évolution des métiers commence à passer. J'ai actuellement à l'EPITA, en première année de cycle ingénieur, un normalien qui est travaillé à l'EducNat depuis 10 ans et qui d'un seul coup s'est dit je vais passer ma vie à enseigner les maths au lycée et puis j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc là, qui s'est mis en disponibilité sur 3 ans pour suivre le programme. Et alors là, c'est vraiment le cas extrême. Un kiné qui vient de reprendre, il a 45 ou 46 ans, je ne sais plus, et qui s'est dit j'ai encore le temps. J'ai encore le temps de me former. Je serai prêt, je vais rentrer dans une entreprise à 49 ans, peut-être sur un nouveau métier. Mais 49 ans, j'ai encore 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Ou peut-être monter sa propre boîte d'ailleurs. Monter ma boîte. S'il est transhumain, il peut durer jusqu'à 300 ans, jusque-là tout va bien. Mais c'est intéressant ce que vous soulignez, Joël, c'est la question de l'âge. En fait, finalement, on s'en fiche. Je veux dire, à partir du moment où on a les bonnes... Mais là, c'est un point j'ai intéressant détruit parce que toutes les barrières d'entrée liées à l'âge dans l'école. on aime bien mettre les gens aussi dans des cases, donc à partir d'un certain moment, on est bon à jeter à la poubelle, alors qu'en fait, enfin soi-disant, alors qu'en fait, finalement, non, on peut se réinventer. Tout à fait. Le choc culturel, c'est de se retrouver à 45 ans avec des jeunes de 20 ans. Il faut se remettre un peu. Ça, je ne suis même pas d'accord. je peux vous garantir que les premiers jours, il est venu me dire ça me fait drôle. Et puis là, je l'ai recroisé la sur semaine Snapchat, dernière. tout va bien. C'est génial. C'est génial d'être replongé d'un seul coup dans cet environnement. Oui, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a une mixité des générations au-delà même du sexe, hein, homme-femme. Il y a aussi la mixité des générations, c'est que ça communique beaucoup plus, c'est beaucoup moins tranché qu'auparavant, et que rester jeune dans sa tête, c'est important aussi, et que les jeunes ne sont pas du tout fermés aux anciens. Au contraire, moi je trouve que ça échange beaucoup, et qu'il y a des échanges. On apprend à tout âge en fait. C'est ça qui est génial, c'est de comprendre qu'on peut apprendre et évoluer à tout âge, et qu'on peut... Après, on a la sagesse sur certaines choses, on a écumé quelques... On appelle ça la maturité. La maturité, mais c'est en même temps bien de savoir conseiller les jeunes, mais les laisser aller se planter aussi, parce que c'est important d'avoir eu son échec. Il faut se brûler un petit peu pour pouvoir comprendre soi-même et y aller. Et c'est comme dans le code, il faut tester ses propres lignes des fois à zéro pour pouvoir les recoder et bien en comprendre la fonctionnalité, et pas reprendre juste des blocs qui sont juste à adapter. Allez, nous aussi, on va tester nos propres limites, lignes et justement notre curiosité. Si on se projette dans ces 6 métiers sur 10 qui ne sont pas encore connus et qui pourtant seront opérationnels en 2030, on pourrait penser à quoi? On va essayer de faire travailler notre imagination. Fanny, à quel métier on pourrait penser? Je peux t'en donner un, c'est développeur en algorithme quantique, parce que l'informatique quantique va arriver. J'en suis quasi certaine. Louise? Médiateur autour des nouvelles technologies, autour de l'intelligence artificielle. Vraiment, je pense qu'il va y avoir beaucoup de professions autour de la médiation. Médiation, c'est-à-dire, plus précisément, c'est une notion d'expliquer, d'arriver à faire le trait d'union? Oui, d'arriver à faire le trait d'union entre les développeurs, le grand public, d'arriver à expliquer quelles sont les technologies qu'on utilise dans notre quotidien. Vraiment. Et ça commence en fait dès aujourd'hui. Joël, votre métier de dans 15 ans, c'est quoi? Alors, je ferai la fusion de plusieurs choses. Tout ce qui va toucher à la réalité augmentée. Intégrant des éléments d'intelligence artificielle, il y a une nouvelle révolution qui va se profiler sur énormément de métiers, où vous allez d'un seul coup avoir une intelligence augmentée de l'humain par l'arrivée, par l'apport de ces outils, mais en gardant ce rôle de l'humain qui au final prend la décision. Et là, il y a des champs d'application absolument fabuleux.
Ce qui veut dire donc que dès aujourd'hui, il faut évidemment engager les écoles, que ce soit des grandes écoles, que ce soit tout type de formation, à utiliser de l'intelligence artificielle dans leur programme et là de formation pour le coup. Quelles sont les offres que vous avez peut-être pu benchmarker à l'étranger qui vous donnent envie d'être adaptées justement dans le système éducatif français? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, mon sang, mais c'est bien sûr, j'aimerais tellement pouvoir suivre cette formation? Je n'ai pas été suivre à l'étranger vraiment ce qui se fait en formation, mais non, je pense que tout le monde est en train de chercher des nouveaux modèles éducatifs et que pour l'instant, personne n'a la bonne recette et puis que c'est quand même des mammouths à transformer, c'est compliqué. Non, je pense que la recette, c'est que là, justement, il faut tester des choses, il faut oser tester des choses. Il va falloir prendre des risques un petit peu et se dire, on n'est pas sûr que ça va marcher. C'est comme sur tout un tas de techno actuellement, c'est faire le pari, mais arrêtez d'attendre de savoir si ça va marcher et laisser les autres aller. Prenez le risque, faites-le, parce que de toute façon, ça fera évoluer les choses et ça va faire avancer les gens. Pour lancer l'école IA de Microsoft, d'ailleurs, Louise, vous êtes inspirée d'un programme qui avait déjà lieu à l'étranger dans d'autres maisons Microsoft, où vous avez dit non, tant pis, on se lance, on va voir ce que ça donne et on fait appel à l'écosystème justement éducatif français, Simplon en l'occurrence, pour y aller. Oui, c'est exactement ça. On s'est dit, on a des opportunités qui sont montrées fortement par l'écosystème d'entreprises partenaires. On a besoin d'un développeur data IA, donc une couche intermédiaire, pas data scientist, mais pas non plus consulting sales. Ce métier, on en a besoin. On va créer un référentiel de formation avec des ingénieurs pédagogues, avec des spécialistes Microsoft. Et puis, on va le tester. Par contre, on va le tester en étant très proche de la promotion, très proche des formateurs, en ayant des retours d'expérience continue. Et puis, on fait une promotion de 24, une promotion pilote. On n'est pas sur 500 personnes formées du premier coup, 2000. Non, 24 personnes. On a de bons résultats et on a réadapté le programme. On va le réadapter en continu. Ce que vous disiez, en fait, il faut tester de nouvelles choses, il faut oser, mais il faut ne pas considérer que l'innovation en termes pédagogiques est figée. En fait, on parle des méthodes agiles, mais on devrait se les appliquer aussi dans le domaine de la formation. Charité bien ordonnée. Voilà, exactement. Agilité bien ordonnée pour le coup. Il faut absolument rester au plus proche des besoins des personnes qui apprennent. Et donc, pour ça, on peut avoir un programme de formation, un référentiel métier, si on rentre dans le jargon de la formation. Mais par contre, la manière de le dispenser, les méthodes que l'on va utiliser, les outils qu'on va utiliser, ça, c'est complètement mouvant. Ce qui veut dire que la première promo, dont la marraine était Aurélie Jean, qui est numéricienne et qui est une incroyable aussi data scientist pour le coup, n'aura peut-être pas suivi la même formation que la deuxième ou la troisième promo. Et c'est tant mieux. Alors en fait, la même formation, oui, parce que les mêmes objectifs de formation, mais pas nécessairement sur les mêmes technos, pas nécessairement avec les mêmes use cases, parce que nous, on est vraiment sur du cas concret. Pour vous raconter une semaine à l'école IA Microsoft, le formateur donne peut-être 1 heure, 2 heures de contenu de formation un petit peu magistral, et puis ensuite, on met les mains dans le cambouis sur un use case réel, en fait, issu d'entreprise. Et donc, évidemment, si les use cases changent, les modalités d'appréhension des problématiques sont différentes. On aura la même ambition de formation, mais avec des choses différentes. Joël, le fait de savoir aussi réinventer ses propres formations, ses propres écoles, c'est aussi un argument de vente pour les futurs apprenants qui viennent vous voir et qui, eux aussi, benchmarkent toutes les offres sur le marché de l'éducation. Ce qui est toujours surprenant, ce matin, je lançais une des journées immersives. Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans la réforme qui vient de se mettre en place sur le lycée, d'avoir des journées immersives pour les lycéens de première, terminale, de façon à les faire rentrer dans les écoles, dans les formations et de se projeter. Et ce qui les surprend toujours, c'est quand je commence sur le 2e ou 3e slide, en leur disant, voilà, on va vous préparer à des métiers qui n'existent pas. Ils disent, ouh là là, on va où Et effectivement, on va être sur des soft skills. Certes, il va y avoir des bases techniques fortes qui vont être nécessaires, des bases scientifiques, sciences, techno, business, toujours cette trilogie de l'ingénieur. Mais après, le domaine d'application, c'est cette capacité à apprendre, d'être dans un environnement, à regarder, avoir l'innovation en tête. Et en disant l'innovation, c'est pas je me lève pas un matin en disant je fais piscine ou innovation. On est capable d'être dans l'innovation. On peut faire de l'innovation dans la piscine. On est capable d'être... Ben voilà, si je suis on est capable d'être dans l'innovation parce que l'on vit
dans un environnement où on apprend aux gens à regarder ce qu'il y a autour d'eux et à se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire, en quoi je peux m'impliquer. Donc finalement, l'approche, on a effectivement ces référentiels de compétences que l'on doit atteindre, que l'on doit valider pour la définition d'un titre, mais la façon d'y arriver, ça évolue en permanence. Et si on a la curiosité, encore une fois, on revient sur la curiosité, et la motivation associée, mais on peut leur faire des choses extraordinaires. Donc je ne crois pas qu'il faille forcément aller chercher des modèles à l'étranger. Il n'y a pas de solution forcément miracle. Si on arrive à redonner l'envie, si on arrive à avoir des jeunes motivés, mais ils savent faire des choses fantastiques. Et ce qui est souvent dommage, c'est de voir des jeunes arriver au niveau de la terminale en nous disant mon dossier il est pourri, mais vous savez, c'est normal, il n'y a rien qui m'intéresse dans ce qu'on m'a fait faire jusqu'à maintenant. Et ces jeunes-là, d'un seul coup, leur ouvrir une porte, voir leurs parents arriver en disant mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est content de se lever le matin, il va bosser, on n'avait jamais vu ça. Eh bien, c'est parce que simplement, à un moment donné, cette motivation est arrivée, associée à une curiosité, à une intelligence numérique qu'ils ont aussi. Ils ont baigné dans cet environnement. Ils ont plus de facilité que nous à accepter les nouveaux outils et les nouvelles approches. Bien, on a un potentiel absolument incroyable, quel que soit le niveau. Donc n'allons pas forcément chercher des choses extraordinaires à l'étranger. On a un bon système, prenons des jeunes motivés, heureux de faire ce qu'ils font et on va faire des choses fantastiques. Ouvrons les potentiels. Merci Exactement. infiniment Joël, merci Louise, merci Fanny, merci Damien.